Bonsoir. Pluie insuffisante, température jusqu'à peu encore trop douce, tout ça après un été caniculaire. Nos réserves d'eau sont-elles toujours dans le rouge? Un appel à la sobriété est lancé à la population de notre région. Alors, comment mieux gérer ce qui risque de devenir un or bleu? Comment constituer des réserves sans porter atteinte à l'environnement? Comment consommer mieux? On en débat ce soir dans le 18-30 avec mes invités. Anne-Valérie Aubaras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice régionale déléguée Occitanie du BRGM Toulouse, un établissement de recherche pour les sciences du sous-sol. Thierry Suot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la commission locale de l'eau Vallée de la Garonne. Oui, absolument. Tout ça, c'est dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le bien nommé SAGE. Exactement. Et en quelques mots, ça consiste en quoi? Écoutez, alors deux définitions, si vous me permettez. La clé est la commission locale de l'eau. C'est l'instance de gouvernance. Elle associe 90 membres qui représentent les usagers, les collectivités, les élus et l'État. Et cette clé avait pour responsabilité de mettre en place un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE. Et maintenant, elle a pour mission de suivre sa mise en œuvre et son application. Et ce schéma, c'est un document qui regroupe sur l'ensemble du corridor Garonne, c'est 8200 km², 1,5 million d'habitants, 813 communes. Donc sur ce corridor Garonne, donc l'ensemble des enjeux. Et de ces enjeux, elle a tiré un certain nombre donc, de prescriptions ou d'engagements à produire, parmi lesquels 2 règles importantes en matière notamment de ruissellement et de zones humides, qui sont des sujets importants de notre débat du jour. Eh bien justement, également avec nous Jean-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Alors, première question, évidemment, où en sont nos nappes phréatiques? La question que tout le monde, la réponse plutôt que tout le monde attend, Anne-Valérie Aubaras. Alors, peut-être on peut rappeler quelque chose. C'est tout d'abord la recharge des nappes, nappes superficielles, nappes phréatiques. C'est un peu différent pour les nappes qui sont plus profondes. Elles vont commencer à se recharger en automne, quand la végétation va entrer en dormance, avec les pluies hivernales. Et puis, ça va aller jusqu'au printemps, au moment où la végétation va reprendre. Et cette année, ça ne vous a pas échappé, si on se rappelle, début novembre, 1er novembre ou 13 novembre, il fait encore très beau, il fait chaud. Donc la végétation tarde à s'endormir, donc elle continue, les pluies qui commencent à tomber, elles sont encore reprises et utilisées par la végétation. Et puis la seconde chose, c'est suite au dessèchement total des sols avec cette sécheresse, les premières pluies aussi, elles ont d'abord été récupérées par le sol qui est venu se gorger. Donc la recharge, elle a commencé un peu tardivement. Les pluies, elles sont là. Alors, on n'a pas trop de différence avec la normale. Mais au final, on se retrouve au jour d'aujourd'hui. Donc, on ne parle que de la recharge hivernale avec, pour les 3/4 des nappes, c'est vrai pour ici et c'est aussi vrai à l'échelle nationale, des niveaux en dessous des normales, des moyennes. Mais bon, il nous reste la recharge printanière. Donc, tout dépendra finalement de la pluviométrie qui va arriver. La Garonne, la vallée de la Garonne, elle a eu du mal à se recharger elle aussi. La vallée de la Garonne a eu du mal à se recharger et à faire face aux multiples usages, au fond, qui continuent, que l'on a sur cette vallée de Garonne. On a des usages très divers et la Garonne nous les rappelle, pas tous, mais de nombreux. Les Pyrénées, c'est un espace de production hydroélectrique, c'est un espace d'alimentation en eau du reste du fleuve. Ensuite, en plaine, eh bien, on a par exemple à Portet-sur-Garonne la réserve naturelle régionale, où il nous faut savoir protéger cette réserve, ces zones humides qui vont jouer un rôle. Et donc en été, elles peuvent également souffrir. On arrive à la métropole, des centaines de milliers d'habitants alimentés en eau potable, mais aussi un concentré d'usage et de pollution qu'il faut bien diluer, et puis des activités d'entreprise. Et puis ensuite, plus loin, on va retrouver l'agriculture, qu'on aura déjà connue un peu plus haut. On va retrouver les enjeux aussi d'inondation et de crues et de protection des crues, parce que là, on n'est plus l'été, mais on a connu en début d'année 2022 des crues et des inondations. Ça, c'est plutôt... Ce qui nous a sauvé les nappes. Ce qui a sauvé les nappes. Ce qui a sauvé les nappes, et c'est pour ça que notre région, elle était très particulière par rapport au reste de
de la France, parce que grâce à cette inondation là, du 11 janvier l'année dernière, ça a permis de recharger et on est parti dans une situation un peu moins défavorable que les autres régions. Grâce à ça. Mais par contre, la recharge, elle s'est arrêtée début février. Et je finis de descendre avec la Garonne, juste de saut. Il y a Golfech. Et Golfech, c'est une centrale nucléaire qui rejette de l'eau fort chaude. Oui. Cet été, en tous les cas, c'était bien le cas, par dérogation. Mais c'est un sujet. Et puis plus bas, quand on arrive en Gironde, avant d'arriver sur d'autres sages que le sage Garonne, le sage estuaire, on a effectivement cet enjeu au sage estuaire comment on appelle ça, de l'ensablement, de l'envasement, et donc le bouchon vaseux de l'estuaire, qui est aussi tributaire. Ce que nous invite à penser ce schéma que j'ai rapidement tracé, c'est les enjeux de solidarité entre tous les territoires. Elle vous alarme cette situation et cet état des lieux ? Bien sûr que la situation est inquiétante et alarmante, parce qu'effectivement, au vu des consommations qu'on a et qu'on continue d'avoir chaque été, et des incertitudes qu'on a sur les recharges de nappes, on ne sait pas du tout comment l'été prochain sera. Voilà, on dépend des pluies de ce printemps, et ça, pas grand monde peut jouer dessus. Donc en fait, on devrait dès à présent prendre des mesures très importantes de restriction et ou de sobriété forte de l'eau pour l'été prochain et même pour le printemps, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on soit au pied du mur, il ne faut pas attendre qu'on soit dans la sécheresse pour prendre des mesures. En fait, les mesures, on devrait les prendre dès aujourd'hui. De la même manière qu'on a pris des mesures dès septembre pour les questions d'énergie de cet hiver, on devrait être en train de prendre aujourd'hui, en janvier et février, des mesures de prévention pour la sécheresse qui arrivera de toute façon, et si ce n'est pas au printemps qui vient ou à l'été prochain, ce sera l'année d'après. Donc de toute façon, on devrait dès aujourd'hui prendre des mesures adaptées. Alors, certains villages ont atteint des niveaux inquiétants de réserve et pourtant, ce n'est pas faute de chercher des solutions. Reportage dans les Pyrénées-Orientales réalisé fin décembre par Marc Tamon et Florie Castin. Le faible débit de la Tête en témoigne. 2022 est l'année la plus sèche jamais relevée en pays catalan depuis les premiers calculs, il y a 120 ans. Conséquence directe, des communes manquent d'eau, à l'image de Corbert, qui vient de demander un lâcher depuis le lac des Bouillouzes afin d'assurer l'eau courante du village. Symbolique d'une situation jugée catastrophique. Nous sommes partout, dans tout le département, en alerte renforcée, qui est l'avant-dernier niveau de crise avant coupure d'eau, à part pour l'eau potable. Pourtant, pour l'hydrogéologue Henri Gotte, difficile d'aller beaucoup plus loin en termes d'économie d'eau, en raison essentiellement de l'augmentation de la population. Il s'agit donc de trouver une multitude de solutions, à l'image des bassins de rétention. La Chambre d'agriculture réfléchit justement à l'implantation de ces retenues collinaires. Et il y a une deuxième solution, c'est le stockage en profondeur. Et c'est ce qui vient de se passer, je ne sais pas si vous avez vu ça, du côté des Illes-Boules ternaires, où la nappe du Boulez était complètement à sec, et il y a eu un lâcher de l'eau des Bouillouzes, de façon à régénérer un petit peu la nappe du Boulez. La réutilisation des eaux usées fait également partie des pistes envisagées. Dans tous les cas, il faut vite trouver des financements. Il faut qu'on puisse amener de l'eau de certains aquifères un peu plus riches vers d'autres quand il y en a besoin. Il y a des solutions à court terme, immédiates, liées aux économies et à des investissements de maillage, et des solutions à long terme. En tout cas, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot et attendre le futur été parce que la situation sera totalement ingérable. Une urgence d'autant plus élevée dans un département dont les deux piliers, le tourisme et l'agriculture, sont des gros consommateurs d'eau. Anne-Valérie Aubaras, quand on parle comme ça de jouer sur les nappes, etc., c'est quelque chose d'envisageable ou il faut pas toucher à certaines choses? Alors, non seulement c'est envisageable, mais c'est envisagé puisque on a nous-mêmes ici sur ce territoire, avec un syndicat, le réseau 31, avec le département de la Haute-Garonne, l'agence de l'eau à Dour-Garonne et puis la région, lancé une expérimentation de recharge maîtrisée de la nappe de la Garonne. Alors que fait-on? On a le canal Saint-Martory, c'est un canal qui s'écoule toute l'année et qui s'écoule en hiver parce que derrière, il est utilisé pour l'eau potable, il est utilisé aussi pour la défense incendie, pour faire de l'hydroélectricité. Et l'idée, c'est en hiver, quand on n'a pas trop de tension sur la Garonne, c'est d'utiliser ces canaux qui datent de 150 ans, secondaires, de les rendre perméables et de recharger
en douceur, avec la gravité, la nappe. Par contre, derrière, et pourquoi je parle d'expérimentation, parce que c'est de savoir quand est-ce qu'au moment où on recharge, à quel moment on va avoir une restitution dans la Garonne. Parce que l'objectif, c'est de soutenir la Garonne dans ces moments où elle en a le plus besoin. Peut-être que c'est important de dire qu'il y a des expérimentations et de voir ce que la technique et la technologie peuvent faire. Mais pour nous, et donc on les observe avec attention et vigilance, mais pour nous, c'est quand même très important de dire que les premières réserves d'eau, c'est d'abord les réserves naturelles. C'est donc la rétention naturelle de l'eau, c'est la capacité des sols, de la végétation à retenir l'eau. Et donc ça, c'est sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, c'est important d'avoir des agricultures qui respectent le sol, qui gardent des sols vivants, parce que des sols vivants gardent plus d'eau, des zones humides et de la nature en fait au maximum. Alors justement, un débat passionné, que celui des réserves en eau et des retenues artificielles. Il y a une réunion aujourd'hui même en préfecture du Tarn au sujet de Sivens notamment. Comment on essaie de le trancher, ce débat, quand on est élu, Thierry Suot? Mais je crois que le problème de l'eau, ce sont les postures. Et si on est dans le refus de s'écouter et de s'entendre, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, on n'avance pas. Et on a un temps long qui montre que des solutions, parce que Sivens, c'est une solution qui a 10 ans, on a eu Charlas, qui a été agité, qui n'a jamais vu le jour. Et qu'est-ce qu'on dit aux agriculteurs qui sont dans la rue, là? Ils étaient encore dans la rue. Ça n'est pas simplement aux agriculteurs qui sont dans la rue qu'il faut parler. C'est, votre reportage le démontre, c'est à tout le monde, y compris aux buveurs d'eau qu'il faut parler. C'est à nous tous. C'est à nous tous. C'est un enjeu collectif et citoyen. Et c'est pourquoi, moi, je ne souhaite pas spécialement m'adresser aux agriculteurs, mais aussi. Et je voudrais rebondir sur les échanges de tout à l'heure en disant, c'est un mix de solutions. Et il ne faudrait pas que les solutions de retenue potentiellement nécessaires viennent nous empêcher de mettre en avant les premières solutions, qui sont par exemple des solutions fondées sur la nature, qui font appel à ces logiques naturelles de zones humides, de possibilités que l'on pourrait avoir effectivement d'utiliser la logique de l'eau dans son passage par la nappe pour regagner ensuite le lit du fleuve. Et donc on a toute une série de capacités, puis on a une adaptation collective générale au changement climatique. Il faut juste alerter nos concitoyens. Quand on voit de l'eau l'été dernier dans un cours d'eau ou dans un fleuve, c'est artificiel. Ça veut dire que nos cours d'eau sont sous perfusion. Si on se rend compte de ceci, on se rend compte de l'urgence. C'est une perfusion. Et du coup, quand même, sur les barrages, c'est important de dire que nos voisins d'Espagne ou du Portugal, aujourd'hui, ont des barrages à sec parce qu'ils ne se recherchent plus l'hiver. Et donc, penser qu'on va répondre à la problématique de l'irrigation de cette manière-là, c'est une impasse aujourd'hui. Donc, il faut vraiment repenser aussi les modèles agricoles en amont. Il y a aussi l'hydroélectricité qui pose des questions, donc c'est notre consommation d'électricité. Donc c'est vraiment la manière dont on vit, la manière dont on pense les territoires, dont on pense les choses de manière complémentaire, ça on est bien d'accord. Mais du coup, en tout cas, on ne peut pas continuer à penser avec des logiciels d'il y a 20, 30, 40 ans. Aujourd'hui, on doit remettre la nature au centre, on doit effectivement penser à des solutions fondées sur la nature. Pour notre part, d'ailleurs, on a eu l'occasion déjà d'en parler, on promeut le retour de castors sur le territoire, par exemple. C'est une des pistes, une des solutions qui, pour le coup, eux, font des barrages, mais ce sont des petits barrages mobiles, filtrants, qui participent au meilleur fonctionnement des cours d'eau, au meilleur fonctionnement des rivières, en interaction avec la préservation des zones humides et d'autres solutions. Merci à vous trois, d'ores et déjà, d'avoir échangé, de nous avoir amené également vos expertises. Je vais revenir vers vous dans quelques instants, mais nous, hélas, la cote d'alerte, c'est celle du temps ici. Et il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Allez, où en sont nos réserves d'eau? On continue à en discuter. Comment on les gère également? Robin Doro, bonsoir. Bonsoir Patrick. Quelques initiatives remarquables en Occitanie en termes d'économie d'eau. Oui, par exemple, lorsque les eaux usées viennent au secours de l'agriculture. Dans l'Hérault, l'exploitation viticole du Listel et ses 246 hectares subissent de plein de fouet les conséquences de la sécheresse. Eh bien, elle pourrait bientôt être irriguée directement par les eaux usées de la station d'épuration de Marseillan. Un moyen d'optimiser cette ressource qui, jusque-là, est rejetée dans la Méditerranée. Autre initiative dans les Pyrénées-Orientales, l'utilisation de cristaux hydro-rétenteurs au pied des chênes
des chênes producteurs de liège, des chênes lièges. Ils captent l'eau dans la terre et la redistribuent pour lutter contre les épisodes de sécheresse. On expérimente en fait cette technique depuis l'an dernier à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Et puis d'autres projets, eux, évidemment, plus contestés, Robin. Oui, on parlait des eaux usées. Eh bien, un projet qui ne plaît pas à tout le monde, c'est celui de la commune de Clérat, dans les Pyrénées-Orientales, où le maire a émis l'idée de reverser les eaux usées traitées dans une nappe phréatique qui sert pour l'agriculture et pour l'arrosage domestique, pour éviter d'avoir à utiliser de l'eau potable. Mais certains craignent que ces eaux se mélangent à celles d'une nappe voisine qui, cette fois, est dédiée à la consommation des populations. Enfin, comment ne pas évoquer le cas du barrage de Sivins, ce projet de retenue d'eau dans la vallée du Tescou, dans le Tarn, qui depuis 10 ans cristallise les tensions entre pouvoirs publics et militants écologistes qui plaident, eux, pour la préservation de la forêt et de la zone humide qui s'y trouve. Le projet avait été abandonné en 2014 après la mort de Rémi Fraisse à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre. Mais les derniers épisodes de sécheresse ont remis le dossier sur la table. Une réunion se tenait d'ailleurs aujourd'hui même à Albi pour déterminer les contours du nouveau projet dans les années à venir. Merci Robin pour cet éclairage et je vais me retourner à nouveau vers nos invités. Anne-Valérie Aubaras, on le disait tout à l'heure, malgré tout, la nature a encore des ressources à nous proposer pour gérer aussi l'eau. De toute façon, l'eau, là, elle ne se perd pas. Donc, oui. On parle d'eau usée. Aujourd'hui, une fois qu'elles sont traitées, elles sont remises dans les cours d'eau. On n'a pas une eau qui disparaît. Donc, est-ce qu'on pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait, peut-être dans nos modes de consommation, justement, permettre de réalimenter un peu plus? Alors, réalimenter, c'est une des solutions, ce qu'on disait. Hein, c'est pas juste cette solution qui va permettre de faire face à l'enjeu. C'est vraiment mix. On parle aussi souvent de mix énergétique. Oui. C'est pas tous des panneaux solaires qui vont tout changer. C'est à peu près la même chose, quoi. Donc oui, des économies. Et je pense que dans les instances où nous siégeons, c'est toujours la première mesure qui est annoncée. Mais ensuite, essayer de trouver, désimperméabiliser les sols. Hein, c'est ce qu'on a fait pour Toulouse Métropole, par exemple, donner une carte où ça paraît judicieux de les réinfiltrer, bien sûr. Et c'est vrai pour les eaux usées, c'est oui pour la quantité, mais attention à la qualité aussi de ce que nous réinjectons dans la nappe. Moi, je voudrais peut-être insister sur ce que je disais tout à l'heure. C'est sur la meilleure manière que l'eau rentre dans le sol, rentre dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, avec les systèmes, on en parle depuis des années parce que ça pose des problèmes pour les inondations, mais les systèmes de labour qui vont dans le sens de la pente, avec des sols dans lesquels on a tué toute la microfaune, toute la capacité des sols à être vivants et du coup à faire un rôle d'éponge. Ça ruisselle, ça rentre plus. Et ça ruisselle directement, ça n'entre plus, donc du coup ça fait qu'on n'alimente pas les nappes et en plus on augmente les risques d'inondation. Donc revenir vraiment à une meilleure compréhension du fait que le cycle de l'eau, il doit se gérer de manière bouclée, de manière complète, en s'appuyant au maximum sur la nature. Donc on l'a dit plusieurs fois, mais donc la nature c'est beaucoup la végétation. Notamment on a parlé des haies, on a parlé, il y a les couverts végétaux qui sont maintenant obligatoires sur les cultures dans l'intersaison. Ce sont des choses qui sont indispensables si on veut que l'eau ne parte pas directement jusqu'à l'océan en fait. Je crois que et puis un message aussi aux citoyens à adresser, c'est-à-dire à nous tous dans notre consommation aussi quotidienne. Écoutez, on a tout de même, sur l'énergie, accepté l'idée finalement de consommer moins. Je crois qu'il faut que sur la question d'eau, on sorte de cette logique mais qui est très naturelle pour nous tous. Oui. On tourne le robinet, l'eau est là. Et effectivement, ça n'est plus le cas. 700 communes en France n'ont pas eu d'eau potable par leur robinet de leurs concitoyens pendant cet été. Ça pourrait être pire demain. Donc il faut vraiment que nous prenions cette conscience. Je voudrais dire un mot pour les aménageurs, puisque je suis maire de Portet-sur-Garonne. Ouais. Cette logique de l'imperméabilisation des sols, elle est un vrai sujet aussi pour nous autres aménageurs. Et nous devons, dans tous nos usages, dans toutes nos pratiques, je crois que notre société doit se transformer à l'aune de cette urgence qui consiste à permettre que nous ayons demain de l'eau et de l'eau potable. Merci à vous trois pour nous avoir livré vos expertises, des points de repère aussi précieux. Et puis on va se souhaiter beaucoup de précipitations, tant qu'à faire, dans les semaines et les mois qui viennent. Merci donc en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus. Et c'est vrai qu'on a parfois des idées reçues ou des choses comme ça. On y voit un peu plus clair sur les nappes phréatiques et sur d'autres points. Et puis on espère aussi avoir fait passer quelques messages civiques ce soir. Tout de suite, justement, tiens, votre météo, on va voir ce qu'il en est, suivi de vos informations régionales. Bonne soirée sur France 3.